Alors nous sommes le 17 juillet et je vous fais une vidéo de suivi de culture là sur le grand jardin. Alors on va regarder un petit peu culture par culture ce que ça donne. On peut commencer ici par les tomates. Alors on a ici les tomates F3 de mon essai de fixer une variété résistante au mildiou. Donc on voit que ça pousse très bien. On voit qu'on a de la tomate qui se forme. Aucun problème, certaines sont déjà mûres. On a commencé à en manger là depuis une petite semaine. Et on a ici les 5 plants de Mountain Magic qui vont former des tomates. Là pareil, on attend encore 2-3 jours qu'elles soient vraiment bien mûres pour les goûter. Et on voit que ça va bien produire. Donc c'est une jolie variété quand même, hein, à l'œil, après à voir ce que ça donne au goût. Alors bien sûr, toutes ces tomates, elles sont irriguées, puisque nous avons quand même une sécheresse. Hein. On parle beaucoup de la chaleur, mais ce n'est pas tellement le problème de la chaleur, c'est le problème du manque d'eau. On a vraiment un gros manque d'eau qui se fait sentir ici. On voit d'ailleurs ici, par exemple, sur le noisetier chez les voisins, là, on a des feuilles qui jaunissent. Et ça, on l'a un petit peu partout, sur des noisetiers, sur des peupliers. On ne le verra peut-être pas à la caméra, mais là, on a un peuplier avec des feuilles qui jaunissent, etc. On a des plantes qui souffrent énormément du manque d'eau. Là, les tomates, si elles sont aussi belles, c'est parce qu'elles sont arrosées, même avec un sol paillé. Ici, c'est beaucoup trop drainant. Si je n'avais pas arrosé, elles ne ressembleraient pas du tout à ça. Là, il est 14 h en fait, donc c'est l'heure la plus chaude. Et le feuillage est un petit peu recroquevillé, c'est normal. Mais voilà, on voit que ça pousse bien, que ça fleurit bien, que ça continue de fleurir, que les tomates sont là, qu'elles mûrissent, que le gros de la production va démarrer. Hein. C'est un petit peu ce qu'on voit année après année. On voit que les tomates qui ne sont pas sous serre, on commence à les cueillir à peu près à partir du 14 juillet. Et c'était déjà le cas en Moselle. Mon grand-père récoltait toujours ses premières tomates sans serre le 14 juillet et nous avons mangé la première tomate à peu près le 14 juillet cette année. Alors on m'avait demandé par rapport à l'expérience qui nous intéresse ici, donc de sélectionner des plants réellement résistants au mildiou. Donc là en génération F3, comment je fais si jamais c'est une année sans mildiou, comment je fais pour sélectionner les plants les plus résistants au mildiou? Si vraiment on n'a pas de mildiou cette année, puisqu'on a des plants témoins là dans le voisinage, on a des cœur de bœuf, tomate ananas, des Saint-Pierre, des marmandes. Donc ça, ce sont des plants qui, s'il y a du mildiou, auront du mildiou, tomberont malades. Mais si ces plants-là n'en ont pas, ça veut dire qu'on n'a pas de mildiou et que je ne peux pas faire ma sélection. Donc simplement, eh bien, l'année prochaine, je ressèmerai la génération F3. Ce sera finalement une année perdue pour la sélection. Alors ce ne sera pas une année perdue pour la production. Hein, on va transformer tout ça en sauce, en coulis, etc. Pas de problème, ça va produire. Mais pour la sélection, en fait, simplement, l'année prochaine, je ressèmerai la même génération. Et puis, on espérera avoir du mildiou l'année prochaine. Bon, après, on a encore le mois d'août. Et même début septembre, on peut avoir du mildiou. Et on peut avoir une hécatombe sur les tomates. Et à ce moment-là, on sélectionnera les plants résistants au mildiou, simplement. Je suis désolé pour les autres jardiniers, mais moi, j'espère beaucoup avoir mon mildiou pour cette année. Ensuite, on a les courges. Donc, butternut potimarron. Alors je vous avais dit que le feuillage recouvrirait toute la bâche. C'est à peu près le cas. Ça va bientôt arriver, là, d'ici une semaine. Tout sera recouvert, on a des fruits, tout se passe bien. Là, des petits fruits, des plus gros fruits dedans. Ça se passe très bien. Donc là, les courges, elles ne sont pas irriguées. C'est vraiment grâce à la bâche d'ensilage qu'on conserve l'humidité et le système racinaire des courges. Il est en train de courir exactement comme le feuillage court au-dessus de la bâche, le système racinaire de la courge, il est en train de courir là sous les bâches et il capte la moindre humidité. Néanmoins, c'est quand même impressionnant, hein, c'est-à-dire que vraiment il n'a pas plu depuis longtemps et il fait très très chaud avec du ciel bleu, c'est vraiment dramatique, on le verra d'ailleurs plus loin sur les haricots. C'est quand même impressionnant, voilà, sans rien faire du tout, comment les courges se débrouillent sur bâche. C'est vraiment un système intéressant. Là, forcément, le feuillage est flétri. Hein. À 14 h, c'est normal. Ce soir, il sera tout beau. Et demain matin, pareil. Alors, on peut descendre voir le maïs là-bas, qui pour l'instant se porte quand même pas trop mal. Alors, pareil, le maïs, il est sans irrigation. Là, en ce moment, on a la pollinisation. On voit les fleurs femelles qui sont sorties. Et les fleurs mâles vont bientôt lâcher leur pollen. Certaines l'ont déjà fait. Et certaines vont seulement le faire. Pour le maïs, pour l'instant, ça ne se passe pas trop mal. Ça aurait été bien d'avoir un petit peu plus de flotte. Étonnamment, je trouve que les feuilles sont encore bien vertes à la base. En général, quand les maïs ont soif, ils commencent vraiment à bien se dessécher par la base. Ce n'est pas encore le cas.
Bon, c'est certainement dû au fait qu'ici la terre est quand même très profonde, surtout sur cette partie-là du terrain. Les maïs ont vraiment descendu des racines assez profondément là, je pense. Et donc voilà, ils arrivent encore à avoir de l'eau, mais pour combien de temps, là est toute la question. Alors là, je voulais vous montrer un truc au sol. Alors on ne regarde pas la propreté du semis, hein, parce que là il y a des loupés, ça a été fait à la va-vite. C'était vraiment un essai. En fait, ça c'est du millet. Le but du millet, c'est de servir d'interculture ou de couvert. C'est quelque chose que je voudrais implanter après la récolte des pommes de terre, après la récolte des oignons. Quand vers le milieu ou la fin de l'été, je libère une surface, je veux quand même essayer de couvrir le sol le plus vite possible, hein. Un sol couvert, c'est toujours mieux, et encore mieux quand c'est une plante vivante, parce que les interactions entre les racines et le sol font que c'est ce qu'il y a de mieux en fait, hein, pour conserver un sol fertile. Le mieux, c'est d'y faire pousser des plantes en fait, voilà, tout simplement. Du coup, j'ai cherché une plante qui pouvait s'implanter en plein été, notamment avec des étés un petit peu secs, qui pousse vite, qui fait de la biomasse et dont la semence aussi ne coûte pas cher. Parce qu'en tant que jardinier, on a des gros problèmes sur les engrais verts. On nous prend un peu pour des pigeons, il faut le dire quand même, hein, à plus de 7 € les boîtes, avec souvent 500 grammes ou à peine 250 grammes de semences. On le voit avec la Faceli ou ces choses-là. C'est très cher, trop cher. Et donc le millet, c'est une semence que j'achète en animalerie. Donc c'est ce qu'on donne aux canaris ou aux oiseaux. Ça se vend par 5 kilos et ça coûte 7 €. Donc entre 500 grammes à 7 € et 5 kilos à 7 €, c'est quand même intéressant. J'ai fait un test de germination, donc là où je me fournis, j'ai fait un test de germination, c'est du 100%. Ça, c'est aussi un problème qu'on peut avoir, il faut faire attention. Une fois, j'ai essayé d'acheter du sarrasin. Donc pareil, c'était dans une animalerie, donc du sarrasin pour la consommation animale. Mais le sarrasin, souvent, il est séché après récolte. Et il est séché souvent à des températures trop élevées. Et en fait, la semence, elle n'a plus de capacité germinative et elle est morte, quoi, en fait. Donc on ne peut pas se servir, dans ce cas-là, du sarrasin comme engrais vert. Mais pour le millet, c'est génial. Ça marche très très bien. Et ce qui est vraiment impressionnant, c'est que ce semis que j'ai fait là, je l'ai fait il y a 3 semaines, je vous mettrai la date à l'écran, je ne m'en souviens plus, mais peu importe, en tout cas depuis que je l'ai semé, il n'a pas plu. Il n'a pas plu. J'ai simplement donc jeté de la semence, mis un coup de râteau, tassé, je suis parti et aujourd'hui il est comme ça. Alors qu'on a de la chaleur depuis plusieurs semaines, hein. Il fait très chaud, très sec, le ciel est toujours bleu et ça pousse quand même. Donc c'est intéressant, c'est un engrais vert qui est intéressant à implanter en été et c'est quelque chose qui va geler, donc là ça va pousser pendant l'automne et ici ça va geler aux premières gelées, en général ici on les a vers décembre et toute la biomasse se couchera au sol et après on viendra travailler le terrain, après peu importe, ou bien vous planterez à travers, ça dépend de comment vous gérez votre jardin, mais en tout cas c'est un engrais vert qui se détruit tout seul dans les régions où il gèle l'hiver. Voilà, donc ça pour moi c'est une chouette découverte. En plus, on peut le faucher éventuellement à l'automne. Imaginons que la sécheresse se poursuive. Alors là, pas cette surface-là, hein, mais pour des gens qui ont des surfaces un peu plus grandes, ça peut se faucher et se donner à vos ruminants. Donc c'est sympa parce que ça pousse dans le jardin, ça occupe l'espace, ça évite le lessivage, etc. Ça fait travailler le sol. Et en plus, on peut le donner à manger aux animaux et on le retrouve après dans le fumier. Donc ça revient toujours au sol. Donc c'est génial. Les oignons, c'est une grande réussite cette année. Et il y a une chose que je ne comprends pas, c'est que pareil, hein, c'est quelque chose qui n'a pas été irrigué. Ce sont des bulbes plantés en mars et je vois les calibres. En fait, je n'ai jamais réussi une culture d'oignons comme ça. Celui-là, par exemple, il a la taille d'un pamplemousse, quoi. Donc ça fait même peur en fait. J'espère qu'ils vont bien se conserver. J'ai bon espoir tout simplement parce que le feuillage de ces oignons était sain jusqu'au dernier moment. C'est-à-dire que là, la culture, forcément, elle est en train de sécher depuis une petite semaine et elle se couche. Donc là, c'est tout à fait normal. Mais l'intégralité de la parcelle avait des feuillages parfaitement sains jusqu'au bout. Et je pense que j'aurai pas trop de problèmes à la conservation. Mais voilà, les calibres me font quand même un petit peu peur. Mais je ne m'explique pas trop la réussite de cette culture. Là, je vous avoue que sans eau, je ne sais même pas comment ils ont fait pour gonfler comme ça, parce que la sécheresse, ça fait quand même longtemps qu'elle dure ici. Ça a démarré au printemps, hein. Et au moment où les bulbes gonflaient, justement, on n'avait pas d'eau. Et je ne m'attendais pas du tout à avoir ça. Moi, je ne l'explique pas trop. Alors bon, la parcelle avait reçu du fumier l'année dernière, en début d'année. On a déjà eu une culture de pommes de terre qu'on a récoltée, hein, qu'on avait vue ensemble, sur la partie droite.
Les bulbes sont en effet un tout petit peu plus gros à droite qu'à gauche, et à gauche c'est là où on avait les haricots. Donc là par contre, sur cette partie de la parcelle, ça fait 2 ans qu'on n'a pas eu de fumier, et on a quand même des oignons énormes. Je pense que simplement le climat leur a plu quand même. Ils ont dû avoir peut-être un petit peu de pluie au bon moment, mais franchement je ne vois pas à quel moment ils ont eu ça. En tout cas, je ne vais pas me plaindre. Voilà, donc ça, la récolte est proche. Les fèves qui sont au fond, c'est normal, elles sont toutes noires, donc elles ont fini leur cycle. Donc là, on va aller ramasser les dernières fèves sèches qu'on donnera aux poules. Donc là, pas d'inquiétude, hein, c'est normal en fin de cycle que les fèves soient toutes noires. Les pommes de terre, alors ça va. On voit que sur la droite, on a les Charlotte et les Juliette, donc la partie plus jaune. Elles sont en train de finir leur cycle, hein, simplement. Alors forcément, leur cycle, il est aussi en train de finir un petit peu plus vite que prévu à cause de la sécheresse. Mais globalement, j'ai déjà regardé, on a de la patate, pas de problème, on n'a pas eu de problème de mildiou. On a su contenir les doryphores tout le long de la culture. Là, on en voit un petit peu au fond là-bas, mais c'est bon, c'est terminé, les patates sont formées. Et au fond là-bas, avec les grands feuillages bien verts encore, on devine les charpeaux qui se portent également très très bien. Et alors là, on en arrive au problème, hein, au problème de l'année, ce sont les haricots. Alors là par contre, on voit que la sécheresse elle a fait des gros dégâts. Elle est en train de nous faire sécher les haricots sur pied, mais avant même que les haricots soient formés. On voit que les haricots sont seulement à ce stade-là. Donc là, les grains ne sont pas complètement formés. On a même encore des fleurs par-ci par-là. Ce n'est vraiment pas le moment pour que le haricot sèche. On a quasiment un mois d'avance. Et là, c'est vraiment le problème du manque d'eau qui fait ça. Hein, pareil, hein, encore une fois, ce n'est pas la chaleur, parce que le haricot il peut s'en accommoder de la chaleur, mais c'est le manque d'eau. Si on avait irrigué les haricots, ils seraient tout verts et ils seraient très beaux. Alors justement, on y arrive à l'irrigation du haricot. Donc ça, c'est une variété que je fais depuis plus de 10 ans maintenant, que je faisais dans le nord-est de la France, que j'ai fait ici, et que je n'ai jamais irrigué. Et j'ai toujours eu des rendements proches de celui de l'année dernière qu'on avait vu ensemble. Et tout s'est toujours très bien passé. Et là, cette année, qui est exceptionnelle, encore une fois, ça y est, je vois les limites de la variété. Je voulais voir jusqu'où ça pouvait aller, mais là, en fait, les prévisions météo encore nous disent qu'on va avoir encore très chaud et pas de pluie. Donc là, en gros, ce qui va se passer, c'est que tout va cramer, hein, tout va sécher, on n'aura pas de récolte, hein. Peut-être un petit peu dans le bas, parce qu'on peut deviner ici, justement, à la teinte des haricots, on voit que plus on va vers la gauche, et plus on va vers le haut de la parcelle, et plus le sol est superficiel. Et donc ça, je le vois quand je travaille le sol. Ici, c'est beaucoup plus caillouteux. Plus on monte, plus c'est caillouteux. Et justement, on voit que eh bien, les haricots vers le bas, là-bas et à droite, sont plus verts. Et plus on monte et plus on arrive là, et alors là, c'est complètement cramé. Si les haricots avaient été semés là où est le maïs et où sont les courges, en fait, là, c'est beaucoup plus profond. Et je pense qu'il ne serait pas aussi jaune. Alors, il finirait quand même jaune, hein, puisqu'il ne va pas pleuvoir, mais c'est beaucoup plus profond là-bas. Donc malheureusement, cette année, c'est tombé que c'était l'année la plus sèche, et les haricots, qui sont les plantes avec le système racinaire le plus superficiel là, de tout ce qu'on voit ici, quasiment, à part peut-être les oignons. Mais du coup, ils se retrouvent sur la partie la plus sèche du jardin. Et donc, voilà ce que ça donne. C'est tout jaune. Et alors, ce matin, j'ai sorti ce truc-là. Donc ça, c'est un asperceur. Et je vais en mettre d'ailleurs un deuxième pour couvrir l'intégralité de la planche, pour essayer de sauver la récolte. C'est-à-dire que je voulais voir jusqu'où on pouvait aller. Je devine que là, tout va sécher. Donc là, j'interviens parce qu'on va tout perdre. Néanmoins, l'année prochaine, en fait, je ne me poserai plus la question. J'installerai les asperceurs et j'accompagnerai la culture de haricots pour éviter ça, en fait, hein, parce que là, c'est un petit peu un fiasco quand même. Donc bien sûr, je le savais, hein, je sais qu'une plante, quand on l'arrose, elle pousse mieux que quand on ne l'arrose pas. Et donc, ce n'est pas une surprise. Mais je voulais voir jusqu'où on pouvait aller. Je comprends que là, tout va cramer. Donc là, par contre, je veux quand même une petite récolte. Sachant que là, clairement, la récolte, elle est déjà compromise. Hein, parce qu'avec le feuillage qui est sec, là, on ne va pas produire beaucoup de haricots. Mais je vais sauver un petit peu les meubles. À partir de l'année prochaine, j'accompagnerai la culture. Je ne laisserai jamais le haricot avoir soif. Là, c'est trop tard. On n'arrose pas pour sauver les meubles, normalement on arrose pour faire pousser les plantes. Donc chez vous, si vous voulez faire comme ça du haricot de plein champ sans irrigation, prévoyez quand même les années comme ça de pouvoir arroser. Et ne surtout pas attendre que le haricot soit jaune pour arroser. Ça fait plus d'un mois que j'aurais dû commencer à arroser, quoi.
Mais bon, voilà, ce sera une année test. Et en fait, ça me pousse cet hiver à installer, je vais installer un tuyau d'irrigation qui arrivera le long du talus ici, en PE de 25. Voilà, on prendra l'eau du puits et on pourra irriguer comme j'ai fait ce matin. Alors là, nous sommes dans le bas de la parcelle et on peut voir ici l'essai entre les mogettes à gauche et les cocos blancs à droite. Alors on peut voir déjà que les mogettes, elles sont en avance. Elles sont, voilà à quoi elles ressemblent en ce moment. On peut voir aussi qu'elles souffrent exactement comme notre variété qui est là-bas. Et on peut voir que les cocos sont également formés, sont peut-être un tout petit peu plus en retard, c'est peut-être un petit peu plus tardif à voir à la fin, mais on remarque quand même que le coco blanc présente beaucoup moins de feuillage jaune. Si on remonte là toute la ligne, il a l'air de un petit peu mieux tenir au sec. Alors bon, ça reste un haricot, hein. Si ça continue, il ne va rien tenir du tout, mais c'est quelque chose que j'ai remarqué, que voilà, c'était une variété un tout petit peu plus tolérante au sec. Alors là, on a 2 rangs de chaque, donc en fait, ça va être très simple. À la fin d'année, je pèserai les cocos et je pèserai les mogettes. Et puis on verra qui c'est le mieux comporté, sans arrosage. Et puis voilà, ce sera intéressant de voir ça. Donc là, on a les charpeaux, hein. Alors là, c'est luxuriant comme d'habitude, pas de problème. Et puis on peut encore regarder ici les tournesols, donc eux pareil, c'est sans irrigation. Alors ça fait une racine pivot un peu plus profonde, hein, donc ça va fonctionner. On n'aura pas un gros rendement, mais bon, comme je vous avais dit, c'était plus pour comme ça parce qu'il me restait des semences, c'était pour avoir quelques fleurs dans le jardin. Parce que là, les oiseaux vont venir, hein, dans moins d'un mois, ils auront bouffé toutes les graines, quoi. Alors là, on a un pied de fève qui est sec, par exemple. On peut aller regarder à quoi ça ressemble. Donc ça, c'est une fève sèche. Alors là, j'ai des difficultés à l'ouvrir à une main. Hop, on va ouvrir ça. Voilà. Et on voit que les fèves sont toutes petites. Et ça, c'est encore la preuve qu'on a eu une sécheresse qui dure depuis longtemps. On a vraiment eu une sécheresse printanière également. Ce n'est pas seulement une sécheresse estivale. Et du coup, on a des fèves toutes petites parce que les plants n'ont pas eu l'eau qu'il fallait pour remplir leurs grains. Et voilà, ça fait des toutes petites fèves. Donc c'est une année quand même très 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 difficile. Alors c'est pas grave, hein, puisque nous on en a mangé quand même en frais, mais on en aura beaucoup moins pour les poules. C'était pas une très très bonne année pour les fèves non plus, avec ce printemps sec. Bon, on a quand même des grandes réussites, hein. Ça pour l'instant, le maïs, les oignons, les patates en fait, hein. On a finalement que les légumineuses qui ont eu du mal cette année à remplir leurs grains. Ça pousse quand même à réfléchir pour les années futures. Je vais tirer un réseau d'eau pour pouvoir disposer des asperceurs. Alors un asperceur comme ça, ce n'est vraiment pas cher, hein. Je crois que ça coûte encore moins de 10 €. Donc on peut régler ici avec les bagues, soit à 360 degrés, soit voilà, on a l'angle qu'on veut. Ici, j'arrose juste devant là, les haricots. J'essaye de ne pas trop mouiller les pommes de terre pour éviter quand même de développer du mildiou là, en fin de saison, ça serait dommage. Ici, c'est simplement un raccord rapide, hein, type Gardena, que tous les jardiniers connaissent. Et ça marche super bien. Ça, c'était un modèle à planter au sol, mais pour pouvoir passer au-dessus de feuillage, du coup, je l'ai simplement fixé avec un fil de fer sur un vieux manche à balai cassé. Ça, si vous avez une pompe, bien sûr, si vous avez de la pression et que vous avez de l'eau près de chez vous, ça c'est bien, hein. Vous arrosez au petit matin, très tôt, et du coup, les plantes en profitent. Et moi, à partir de l'année prochaine, ça y est, hein, c'est décidé, j'assisterai les haricots avec ça. Alors j'espère que chez vous, vous ne souffrez pas trop du sec, hein, parce que encore une fois, ce n'est pas la chaleur, le problème c'est le sec. Parce que toutes ces plantes là, maïs, tomates, courges, pommes de terre, haricots et même les oignons, la chaleur ça ne leur fait pas peur. Mais c'est le manque d'eau, donc arrosez vos jardins et travaillez là-dessus, travaillez sur votre ressource en eau. Et après, bien sûr, essayer d'utiliser tout ce qui peut conserver l'eau, que ce soit un paillage végétal ou un paillage plastique. C'est vrai que c'est une année quand même qui est très difficile. Et bon, on va continuer quand même. Et puis je vous dis à la prochaine.